Bonjour à toutes et à tous. Nous allons passer une petite heure ensemble lors de cet atelier sur comment réussir son externalisation cloud. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir notre partenaire Nuageo avec une présence d'Antoine Jacquier, qui est donc fondateur et associé, et Alexis Cantrec, qui est également un spécialiste, donc un expert du cloud. Nous aurons le plaisir de partager toutes les bonnes pratiques, notamment pour réussir son projet dans le cloud. Quelques mots avant tout sur CXP et notamment le groupe technologie. Pour ceux qui nous connaissent, je dirais CXP est un nom depuis 1973 qui est relativement connu du grand public, puisque c'est le centre d'expertise. Il y a quelques années, nous avons été créés sous l'impulsion du ministère de l'Industrie en mode associatif, et donc pour aider déjà dans ces années-là les DSI à prendre les bonnes décisions et surtout comprendre ce qui se passait sur les différentes évolutions des marchés. Et donc très vite, on a réalisé des études qu'on a proposées, qu'on a mis sur un portail. Et depuis 45 ans, donc on est animé par cette même passion, c'est de partager avec vous toutes les bonnes pratiques, comprendre les évolutions du marché, vous permettre de sécuriser vos projets. Pierre Audouin, consultant, très connu également auprès des SS2I de l'époque, qu'on appelle maintenant les ESN, était le pendant du CXP, puisque eux benchmarkaient également les ESN des éditeurs et le marché, qui était aussi en forte croissance. Et il y a quelques années, nous avons commencé à travailler ensemble, nous sommes rapprochés, et nous avons fini par effectivement se rapprocher un petit peu plus pour donner naissance à Technology Group. Comme vous pouvez le voir sur ce slide, nous avons une offre qui est sur 6 grands domaines. Ces domaines, on va les proposer à la fois sous la forme de recherche, également en conseil et tout ce qui est événementiel, comme on le fait aujourd'hui ce matin avec vous sur la partie cloud. Donc, on réalise pas mal d'ateliers, on vous accompagne en conseil et effectivement, on met à disposition toute notre recherche sur une plateforme qui s'appelle MyTechno. C'est une plateforme collaborative de services qui va vous permettre en fait de faire vos choix, de piloter et sécuriser votre système d'information et surtout de le transformer. Pour le confort de tous, cette session va être enregistrée. Donc nous allons avoir la possibilité derrière de vous la mettre à disposition sur le portail. Donc vous pourrez dans quelques jours revoir ce replay sans aucun souci, avec bien entendu vos identifiants et mots de passe. Juste avant de démarrer et de laisser la parole donc à notre partenaire, deux dates importantes. Le 9 décembre, nous allons avoir un nouvel atelier sur comment innover dans le cadre de sa transformation digitale. Et enfin, le 14 janvier, c'est comment transformer son SI pour accueillir l'industrie 4.0. Donc, le programme aujourd'hui, en 9 points, vous allez voir, c'est assez dense. C'est surtout comment réussir son externalisation cloud avec des cas d'usage liés donc à tout ce que peut faire Nuageo aujourd'hui dans ce domaine. Et je vais bien entendu leur laisser la parole tout de suite. Bonjour à tous, merci Philippe pour cette introduction. Alors, je suis Alexis Quintrec et je vais vous présenter, partager nos expériences par rapport à la réussite d'un projet d'externalisation cloud. Alors, je suis accompagné, comme l'a dit Philippe, par Antoine Jacquier, qui est le fondateur du cabinet. Bonjour à tous, bienvenue dans cette session. Moi, je serai principalement donc, au niveau du chat, donc n'hésitez pas à remonter vos questions pendant la session. J'échangerai, soit je serai en capacité de répondre directement, ou soit je ferai intervenir Alexis pour un complément d'information par rapport à une de vos réactions. Et donc, effectivement, le but est de vous partager ces bonnes pratiques, ces points à avoir en tête lorsqu'on fait son projet d'externalisation cloud, qui sont issus de nos projets clients, de nos expériences. Et on illustrera dans la mesure du possible à chaque fois avec justement un retour, une explication du contexte du client et de la validité du point que l'on vous partage. Alors, pour commencer, on va déjà aborder, on va partager ce qui est, ce que n'est pas le cloud, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes à ce niveau-là. Alors, avant toute chose, c'est une opportunité à saisir pour vous dans votre transformation. C'est-à-dire que vous avez une possibilité énorme d'ajouter de la valeur, d'apporter de la valeur ajoutée à vos utilisateurs très rapidement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous démultiplie dans votre capacité de transformation. Vous pouvez gagner du temps d'une façon qui est assez incomparable par rapport à ce qui était possible de faire avant. Deuxièmement, le cloud, c'est aussi une opportunité pour la transition écologique. C'est quelque chose à étudier parce que
les data centers hyperscale qui sont utilisés notamment dans le cloud, on le voit, on arrive à optimiser tout ce qui est la consommation d'énergie et de ressources, des choses qui ne sont pas forcément possibles de faire avec un data center en propre ou chez des partenaires des fois plus petits. Vous avez des possibilités aussi d'optimiser votre consommation et votre usage, et donc d'une façon générale, d'optimiser votre impact environnemental. Troisième point, le cloud, c'est pas une solution miracle. C'est pas magique, les choses ne sont pas toutes seules. Si vous aviez des problèmes avant au niveau IT, le cloud ne fera que les amplifier. Et pourquoi? Parce que tout va très vite avec le cloud. Et donc, si vous aviez des problèmes avant, vos problèmes ressortiront encore plus vite après. Et enfin, le cloud, c'est pas moins cher. C'est pas forcément moins cher. Et si vous allez vers le cloud en priorité pour économiser de l'argent, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Voilà. Je préfère vous prévenir avant. Vous avez des leviers d'optimisation, très clairement. Pour autant, encore une fois, le cloud n'est pas magique. Ce n'est pas une solution miracle à tous vos problèmes. Et peut-être que vous économiserez d'un côté, mais peut-être que vous dépenserez plus de l'autre. Voilà. Alors, deuxième point, juste pour qu'on soit d'accord en fait sur ce qu'on met derrière le cloud, on a souvent vu, on a souvent croisé une confusion entre le cloud et l'infogérance. Et donc moi j'avais envie juste qu'on soit sur un pied d'égalité à ce niveau-là. Et donc du coup, si votre vision de l'infogérance, c'est une maintenance, une évolution de votre SI en fonction de vos besoins particuliers, une adaptation très fine de telle fonctionnalité qui va être développée parce que vous en avez besoin et tout ça, le cloud, c'est pas ça. Déjà, voilà. C'est pas ça. Donc, si vous aviez ce fantasme-là sur la possibilité d'aller vers le cloud, que ça pouvait répondre à ce besoin-là, ça va vous poser un problème. Si dans votre vision, de votre compréhension du cloud, vous étiez plutôt sur une délégation d'exploitation et de maintenance de services informatiques, c'est-à-dire que vous avez un tiers à qui vous faites confiance pour avoir un accès à un service et qui va se charger de garder le service en ligne, de s'assurer qu'il ne tombe pas en panne. Alors peut-être effectivement, parce qu'on a le SaaS, donc le Software as a Service ou le service applicatif, ou encore le Platform as a Service, donc les services de plateforme, qui peuvent répondre à ce besoin-là. Et là, on arrive à recoller à cette vision peut-être de l'infogérance. Si enfin, votre vision d'infogérance, c'est un achat sur étagère, dont vous ne gérez pas l'exploitation, mais en revanche, vous avez l'utilisation, vous gérez l'utilisation et tout ce qui est spécifique. C'est-à-dire que vous le personnalisez aux petits oignons, vous faites tout ce que vous voulez dessus. Alors oui, le cloud peut correspondre à cette définition-là, mais uniquement sur sa dimension infrastructure. C'est ça le point essentiel. Il n'y a pas de faites attention à ça. Des fois, on a vu aussi des fournisseurs qui essayaient de jouer un peu sur cette confusion entre cloud et l'infogérance. Faites attention dans votre choix, dans votre cible, parce que de toute façon, le cloud, ça ne vous dispense pas de la maîtrise technique et fonctionnelle de vos outils ni de votre activité. Encore une fois, le cloud n'est pas magique. Si vous n'avez pas cette connaissance technique de ce que font vos systèmes, si vous n'avez pas cette connaissance métier de vos outils et du besoin auquel ils répondent, vous allez au-devant de très, très grands problèmes. Alors, évidemment, cette maîtrise peut être interne, elle peut être aussi par un prestataire en qui vous faites entièrement confiance, mais dans tous les cas, le recours au cloud, encore une fois, il ne s'improvise pas, il n'est pas magique, vous aviez des choses à préparer. Durant cet atelier, je vous rappelle que vous avez à disposition un module qui vous permet de poser vos questions, donc n'hésitez pas à le faire et nous y répondrons soit directement au fil de l'eau ou nous prendrons également vos questions à la fin de cet atelier. Le premier point, peut-être que j'enfonce une porte ouverte pour vous, mais pour autant, on a vu avec nos clients que c'était des fois un peu... C'était pas une évidence. De toute façon, les évidences n'existent pas. Mais avant tout, il faut commencer par construire sa cible. Il faut être clair sur les objectifs à atteindre, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous allez vers le cloud? Pourquoi est-ce que vous voulez faire cette externalisation-là? Qu'est-ce que vous cherchez en faisant ça? Il faut être très clair et ne pas avoir d'ambiguïté là-dessus. Il faut se préparer parce que vous avez une responsabilité pleine et entière dans la réussite de ce projet-là. Vous devez préparer tous les documents, toute la mise à disposition des ressources qui vous incombent. Vous devez avoir la connaissance métier pour aider derrière votre partenaire qui va qui vous accompagner dans le projet d'externalisation à apporter toute sa valeur, à gagner du temps, à être efficace. Vous devez être clair sur votre organisation et les responsabilités des différentes parties. C'est-à-dire que vous devez savoir demain, à la fin du projet d'externalisation, qui va assurer l'exploitation, qui sera les points de contact au cours du projet,
qui seront les références métiers au cours du projet, qui va être en charge d'assurer la recette éventuellement. Donc, vos responsables métiers, il faut les impliquer, il faut arriver à mobiliser aussi les utilisateurs. Il faut être très clair à ce niveau-là parce qu'en fait, comme le cloud va très vite, vous allez gagner du temps sur la mise en place des outils, sur les déploiements, sur les nouvelles fonctionnalités. Si vous avez des confusions, s'il y a des choses qui sont vagues, quand on met de la confusion avec des choses qui sont floues, forcément, on va dans le mur. Voilà. Nous, c'est ce qu'on voit et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on accompagne nos clients, on s'efforce à chaque fois d'être très clair. Le RACI ne suffit pas forcément, pour parler un peu outil, le RACI ne suffit pas forcément. Et un point qui est essentiel, c'est qu'une cible, donc vous avez vos objectifs, c'est bien, mais on n'oublie pas que vous travaillez avec des gens, vous travaillez avec un partenaire, peut-être un nouveau partenaire, et donc vous devez construire une confiance. Vous devez avoir conscience des éléments qui vont vous permettre de prendre une décision, qui vont vous permettre de vous positionner avec un partenaire plus qu'un autre. Si ce sont des points contractuels, vous devez préparer avant quels sont vos points à ne pas rater d'un point de vue contractuel. Est-ce que ce sont peut-être des choses moins tangibles? Peut-être que c'est juste d'avoir un bon relationnel. Peut-être que c'est d'avoir des points de contact clairement identifiés. Peut-être que c'est d'avoir des engagements très forts avec des pénalités sur des niveaux de service. Et dans tous les cas, peut-être que ce sont des certifications. Peut-être que par votre activité, vous avez besoin des certifications spécifiques. Mais dans tous les cas, très clairement, vous devez faire apparaître ces points-là et les partager. Les partager déjà avec vous et votre équipe, parce que des fois, on a vu avec des clients, c'était des choses qui étaient très intangibles, des choses qui se découvrent un peu au fil de l'eau, et c'est pas grave que ça se découvre au fil de l'eau, vraiment. Ça fait partie de la phase amont, ça fait partie de la phase de construction, mais il est essentiel qu'à un moment donné, vous vous posiez cette question-là de, ok, mais qu'est-ce qui va faire vraiment que je vais avec l'un plus qu'avec l'autre? Parce que on le sait que la question du tarif, la question du budget, c'est pas ça le point qui fait qu'on a confiance en quelqu'un ou pas. On a confiance non pas dans un prix, on a confiance dans des gens, dans des partenaires qui nous accompagnent. Peut-être que c'est une connaissance du coup des profils, des expertises, peut-être que c'est juste un bon relationnel, mais dans tous les cas, vous devez clairement faire ressortir ces points. L'illustration de ce point-là, donc c'est l'image que vous avez en haut à droite. Alors vous vous dites que c'est un truc qu'on a fait juste pour le webinaire et je vous en veux pas de le penser, mais j'ai envie de vous dire que vous avez tort parce que ça ressort d'un accompagnement d'un de nos clients basé à Toulouse. C'est un client qui, l'an dernier, avait un besoin, son besoin très clair. Hein, c'est je dois changer de prestataire d'infrastructure, je dois faire bouger mes serveurs, notamment de l'ERP et des autres, et je dois en profiter pour transformer tout ce qui est ma livraison des nouvelles applications. Et donc, ce client a besoin d'un nouveau partenaire. On l'a accompagné dans une phase de définition de son besoin, des objectifs à atteindre et d'appel d'offres, de dépouillement d'appel d'offres, de sélection du bon partenaire. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que ce qu'on a vu, ce qu'on a vu et ce qu'on a validé avec ce client-là, c'est qu'au final, le plus ambiguïté on arrive à lever en amont, le mieux ça se passe par la suite. Et le plus de temps on peut passer sur la définition de la valeur ajoutée nécessaire. C'est-à-dire que ce petit schéma que vous voyez, vous avez le droit de penser qu'il ne sert à rien. Pour autant, on a éclairci le périmètre de responsabilité, que ce soit pour la phase projet et pour la phase de run par la suite, la phase d'exploitation. On avait un double enjeu d'arriver à sécuriser un fournisseur cloud et un partenaire plus sur la partie service applicatif, service manager et transformation. Le but était d'arriver avec une vraie expertise technique sur ces enjeux-là. On a passé du temps sur comment est-ce qu'on s'assure de la maîtrise technique de ces enjeux-là, de la compétence technique de ces enjeux-là. Voilà, c'est vraiment ça qui est important, c'est derrière, ayez connaissance du périmètre que vous voulez, gardez ce périmètre-là en permanence en tête, partagez-le et surtout, voilà, construisez autour de ça, ne vous perdez pas, parce que c'est facile de se perdre avec le cloud, ça va très vite, mais gardez en tête ça, gardez en tête votre périmètre, construisez autour de ce périmètre et capitalisez là-dessus. Maintenant qu'on a borné son périmètre, on va parler des données, parce que les données, c'est un enjeu voilà, vous l'avez entendu, on va parler des data, les choses de ce genre-là. Vous avez remarqué, je ne vous parle pas des data, je vous parle des données. Parce que vous devez en avoir connaissance, vous devez en avoir la maîtrise. Et ça passe par plusieurs choses. C'est encore une fois du travail préparatoire, mais c'est du travail qui est essentiel. Vous devez avoir la connaissance et la maîtrise de vos processus métiers.
Alors, c'est facile à dire comme ça. Vous savez globalement, oui, mais vos vendeurs, ils font de telle façon et de telle façon. Vous savez que vos utilisateurs, ils se connectent là, et puis après, ils font moteur de recherche, ou ils ont, et voilà. D'accord, mais en interne, est-ce que vous savez comment sont provisionnées les choses? Est-ce que vous savez combien de temps vous prennent la facturation? Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez les douleurs de vos utilisateurs à ce moment-là? D'avoir la connaissance de ces processus métiers, de les avoir documentés, formalisés, quand vous allez faire votre externalisation et votre transformation par la suite, en fait, vous allez gagner du temps parce que vous allez voir de suite où sont vos points de douleur et vous allez pouvoir agir dessus pour gagner de la valeur et faire en sorte que vos utilisateurs internes et vos utilisateurs externes, ben, eux, ils voient clairement que, ah ouais, il y a des choses qui sont passées, ah, c'est vachement mieux maintenant. Et le but, il est là. Cette connaissance des processus métiers, derrière, il va vous aider aussi à identifier quelles sont les applications qui sont impactées par vos processus métiers, mais aussi par le projet d'externalisation que vous menez. C'est-à-dire que vous avez des effets de bord qu'on n'y voit pas forcément. Nous, c'est ce qu'on a vu chez nos clients. Ils nous disent, non, mais notre processus de vente, de toute façon, par exemple, processus de vente, on sait bien, on a voilà, on a notre fichier Excel, ça se passe là, ça se passe dans les mails, etc. D'accord. Mais c'est bizarre parce que vous nous dites ça, mais en fait, on voit que vous transmettez la demande à un service qui va voir dans l'ERP que bah, oui, oui, c'est normal. Oui, mais vous me demandez de mettre à jour vous êtes parti sur la modernisation d'un CRM, sauf qu'en fait, vous avez un impact direct sur votre ERP. Et en fait, on peut gagner du temps en faisant des automatisations. Hein? Est-ce que vous aviez identifié que là, vous aviez un point de douleur parce que vous faites du papier, de la transmission d'informations en papier, et vous attendez une signature qui peut prendre des fois 2 semaines, alors que vous pourriez le faire de façon automatique et ça demande un clic. Ah, et en fait, parce que vous avez documenté les processus métiers, parce que vous avez référencé les applications au fur et à mesure de ces processus métiers, vous êtes en capacité de délivrer plus de valeur. Alors, je sais que je vous ai parlé de données, là je vous parle que des applications de processus, mais c'est quoi l'enjeu? En fait, une fois que vous avez identifié les processus métiers, vous avez identifié les applications, vous voyez, vous êtes en capacité derrière d'établir une classification des données, avec surtout une politique d'accès. Alors ça veut dire quoi ça? Parce que c'est des grands mots. C'est d'être en capacité de vous dire que j'ai des données qui globalement n'ont aucun enjeu de sécurité, aucune exigence de sécurité particulière. Donc en fait, je peux prendre un peu plus de liberté dans le choix d'un partenaire, dans le choix d'un projet d'externalisation, parce que j'ai pas d'enjeu derrière. Donc on va le faire de cette façon-là. Et en fait, je vois que je vais avoir besoin d'ouvrir mes données à d'autres applications. Ah ben en fait, il faut que je limite un peu ce qu'elles sont en capacité de faire. Ah, mais ça, comment je sais que telle donnée ben en fait non, c'est bon, je sais, j'ai ma classification et je sais que derrière ça, ces données-là, elles n'iront jamais en dehors. Le but derrière, il est de vous aider à avoir une granularité dans la gestion de vos données, de vos applicatifs et de vos utilisateurs. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez des exigences qui sont liées à ces données. Ces exigences de sécurité, on est sur la disponibilité, sur l'intégrité, la confidentialité, la traçabilité. Le but derrière, il est de se dire, mais en fait, moi, si mon PRA, je vais me concentrer sur telle et telle donnée, donc sur telle et telle application. Ah, puis en fait, je vois que j'ai besoin de mettre du chiffrement sur telle et telle donnée. Ah, puis en fait, je vois que j'ai des besoins réglementaires qui portent sur telle et telle donnée. Donc, du coup, les projets de transformation cloud, d'externalisation cloud, ils iront jamais sur ces données-là. En tout cas, pas tant que je ne maîtrise pas l'intégralité du périmètre. Le but derrière, c'est vraiment de faire comme avec ce client. Donc, vous voyez les livrables là. C'est vraiment d'arriver avec ce client dans le milieu de la finance, basé à Paris, de se dire qu'il y avait une réflexion et qu'il y avait un projet derrière de data lake. Vous savez, c'est le lac de données où toutes les données sont pêle-mêle à l'intérieur et derrière, c'est par vos outils de visualisation des données que vous êtes en capacité de recomposer la bonne vision, le bon rapport. Le problème de ça, c'est que le projet initialement avait été pris uniquement par la lorgnette outil. Donc on avait le data lake, mais on n'avait rien d'autre à côté. Et donc forcément, d'un coup, le projet est à l'arrêt parce que, en fait, non, on s'aperçoit que, en fait, on a un fournisseur cloud, on ne sait pas trop ce qu'on va faire avec parce qu'il est aux États-Unis, on ne sait pas comment on va s'y prendre. Puis en plus, on a des exigences réglementaires. Forcément, c'est la finance. Mais en fait, comment est-ce qu'on va s'assurer comment est-ce qu'on va s'assurer de la bonne sécurité, de tout ça? Et puis, en fait, on s'aperçoit que dans toutes les données qui sont disponibles, il y en a qui ne sont disponibles que pour le comité exécutif. Et comment est-ce qu'on fait pour automatiser la production des rapports du COMEX qui a lieu une fois par mois, tout en garantissant la confidentialité de ces données-là et que le rapport ne soit pas accessible. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'on a des outils en interne pour le partage des informations. En fait, c'est pas adapté. On sait qu'on va devoir les transformer, mais on n'a pas envie de l'ouvrir à tout le monde et comment, etc., etc. Et le but de ce que vous voyez ici,
c'est de faire ressortir déjà, la classification en haut à droite. Donc, on a des données publiques, et là, c'est les données d'un site institutionnel. On n'a pas de danger, on s'en fiche un peu. On n'a aucun lien, aucune perméabilité avec le reste de l'entreprise. Puis après, on a de la graduation pour toutes les données internes d'entreprise, pour les collaborateurs, pour la direction. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir les choses. Et derrière, on peut calquer des enjeux que vous voyez en bas. Alors, vous ne voyez pas les têtes de colonne parce que ces en-têtes de colonne, ce sont simplement le nom des filiales et des entités métiers. Donc ça, je ne pouvais pas vous le partager. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que derrière, voilà, on a la criticité parce que forcément, c'est des filiales, il y a un métier derrière, il faut avancer, mais on a des enjeux aussi réglementaires. Encore une fois, c'est la finance. C'est un milieu qui est extrêmement réglementé. Je vous l'apprends peut-être pas, sans doute pas. Mais il faut être capable de rendre compte à des autorités. Voilà. Et du coup, le fait d'identifier ces enjeux-là, ça permet d'avancer dans le projet Data Lake et d'arriver à délivrer de la valeur ajoutée. Mais dans tout ça, en fait, je vous parle beaucoup de sécurité et tout ça, je parle d'enjeux réglementaires. Il faut se poser la question de la réglementation. C'est facile à dire, je sais. Encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes, peut-être pour vous. Il faut connaître le cadre juridique duquel on souhaite répondre. Je sais que là, je vous embête en disant ça. En plus, c'est le matin, je vous parle réglementation. Bon, voilà. Je vais essayer d'être simple. Je vais schématiser les choses pour être efficace. Si votre fournisseur cloud avec qui vous voulez travailler, il est européen, avec une infrastructure située en Europe, ben déjà, vous gagnez un peu d'efficacité, un peu de temps pour vous, parce que le cadre sera uniquement européen. Alors, le règlement général sur la protection des données, le Free Flow of Data, donc c'est une réglementation européenne sur les échanges de données au sein de l'Union européenne, la Convention 108, qui est une convention de différents pays qui s'engagent à respecter les données personnelles. Dans tous les cas, sur un acteur européen, vous allez trouver plus facilement de l'expertise et un corps de texte qui sera plus homogène dans tous les pays de l'Union européenne. Vous allez vous faciliter la vie. Si vous avez en face de vous un acteur européen, mais avec une infrastructure située en Europe, en fait, vous n'allez pas forcément gagner en tranquillité d'esprit, puisque vous allez avoir deux cadres juridiques qui vont se superposer, le cadre européen et le cadre américain. Alors, je sais que je joue un peu sur vos peurs en disant ça. J'en ai conscience. N'hésitez pas à m'en vouloir dans le chat, dans vos questions. Je suis prêt à assumer les choses. Mais on a le Cloud Act, qui est la suite du Patriot Act. Vous savez, toutes vos données sont en accès libre. Le Freedom Act, le FISA, qui est relatif aux organismes de renseignement. Tout ça, mine de rien, c'est un cadre juridique dont vous n'avez pas forcément la maîtrise, dont vous n'êtes pas informé. Malgré les déclarations de certains fournisseurs américains ces temps-ci qui s'engagent à contester sur les bases juridiques de toute demande d'accès des autorités, malgré tout, si c'est inscrit dans la loi qu'ils ont accès aux données, c'est inscrit dans la loi qu'ils ont accès aux données, et peu importe qu'il y ait une contestation ou pas. Voilà. Et je ne vous parle pas des autres pays, déjà parce que je ne les maîtrise pas forcément, mais dans tous les cas, vous avez des fournisseurs chinois. Je ne suis pas en capacité de vous aider, et je pense que vous pourrez trouver en revanche des experts techniques, légaux pour vous accompagner là-dessus. Vous avez des acteurs russes. Voilà. Dans tous les cas, c'est facile à dire encore une fois, mais si vous voulez avoir un peu de tranquillité d'esprit, vous pouvez privilégier des acteurs européens. Si vous avez une valeur ajoutée qui ne présente que avec des acteurs américains, ayez conscience du cadre juridique qui s'applique. Alors, je vais continuer à vous faire un peu peur. Je vais continuer à faire un peu peur en parlant de sécurité informatique. J'aimerais vraiment que vous disiez que c'est pas une question que technique, hein. C'est que dans un premier temps, avant de faire votre projet d'externalisation, faites le point sur ce que vous faites aujourd'hui en termes de sécurité. Est-ce que vous avez des outils qui vous permettent de gérer ça? Est-ce que vous mettez en place le renouvellement des mots de passe régulièrement? Est-ce que vous faites des audits de sécurité de temps en temps? Est-ce que vous organisez des exercices un peu plus lourds de type Red Flag, où vous avez des gens qui simulent une attaque physique et informatique sur vos infrastructures? Est-ce que vous sensibilisez vos utilisateurs? Est-ce que vous avez prévu des recueils de bonnes pratiques, des petites fiches pratiques que vous avez mis une fois de temps en temps sur les bureaux de vos collaborateurs? C'est ce genre de choses. Évidemment, je sais que c'est un peu violent pour un jeudi matin, vous pouvez vous faire rassurer par une expertise, hein. Ça peut être une expertise une fois où vous dites, vous faites appel à un expert, quelqu'un qui est accrédité notamment par l'ANSSI, qui va vous rassurer, vous dire, bon, écoutez, là vous avez des points d'amélioration, là en revanche vous le faites bien.
et ça peut être une fois, et après, ben, c'est terminé, et voilà. Ça peut être un accompagnement dans la durée, et ça se passe bien. Enfin, il n'y a pas de, c'est pas grave, mais faites-vous rassurer, ça peut être pertinent. Surtout, encore une fois, pour un projet d'externalisation cloud, où les choses vont vite. Et que si avant, dans un projet, vous pouviez prendre 2 ans avant d'arriver au bout du projet, vous allez gagner beaucoup de temps avec le cloud. Peut-être que vous n'allez pas prendre 2 ans, que vous allez prendre 1 an, et que du coup, les choses que vous auriez traitées qu'au bout d'1 an, ben, en fait, vous allez les traiter tout de suite. Et en fait, la sécurité, ça peut commencer très simplement avec des outils d'alerte. Vous recevez un email qui vous dit, tiens, il y a une connexion qui vient de Serbie. Est-ce que c'est normal? Vous avez peut-être ça de temps en temps avec vos comptes personnels, vos comptes d'email personnels. Ben, ça peut être simplement ça. Après, ça peut être, on a eu une connexion à 4 heures du matin. Est-ce que vos équipes ont par nature intérêt à travailler à 4 heures du matin, même si c'est une adresse, un accès de France, etc. Est-ce que on a reçu une alerte à 10 heures? Vous avez une alerte à 10 heures le matin où vous avez 50 tentatives d'accès entre 10h50 et 10h52. Est-ce que c'est normal? La sécurité informatique, ça peut commencer très simplement. Les exemples que vous voyez là, c'est un même projet que l'on a fait pour un client leader du CAC 40. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin dans la description, malheureusement, où on les a accompagnés sur la réalisation d'une prestation d'audit d'un nouveau service mis à disposition des magasins et des clients finaux, ou typiquement sur un service qui comprend donc plusieurs éléments. Donc, ce sont tous les carrés blancs et les ronds blancs que vous voyez en haut à droite. En fait, on a plein de vecteurs d'attaque. Parce que vous avez des applications, évidemment, vous avez les transferts des données au milieu, vous avez les différents terminaux concernés, que ce soit des ordinateurs, des tablettes, d'autres choses, qui sont autant de points d'entrée, et qui sont autant de points d'entrée vers le système d'information du client en lui-même. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les différents éléments, ils interagissent au sein d'un processus, que la sécurité de ce service se prend avec la sécurité individuelle de chacun des composants, et qu'au final, d'arriver à recaler, d'arriver à poser à plat l'enchaînement des différents services, derrière les différents points vulnérables et les points d'amélioration, du coup, de chacun de ces éléments-là, ça permet de se rassurer et d'éviter des préjudices en termes de notoriété, évidemment. Voilà. Enfin, aujourd'hui, si vous allez dans un magasin où vous allez avoir, où vous attendez, vous avez un service qui va vous coûter plus cher, puisque c'est un service un peu personnalisé, et que derrière, vous vous retrouvez avec une expérience qui est dégradée parce que rien ne fonctionne comme il est prévu, que globalement, au lieu d'avoir quelque chose qui se passe en 30 secondes, vous avez quelque chose qui prend 15 minutes, pardon, avec derrière des produits qui ne s'impriment pas, derrière, vous n'avez pas envie de refaire le service. C'est inconcevable. Le fait de maîtriser sa sécurité informatique, en tout cas d'avoir connaissance de ces pratiques, ça permet juste de se rassurer par rapport à tout ça. Juste pour donner encore un peu plus de contexte sur ce client, on s'est fait accompagner par 2 prestataires différents qui ont accompli la même mission, et les 2 prestataires étaient certifiés par l'ANSSI. Derrière, on a eu globalement les mêmes retours, les mêmes points faibles qui ont été remontés, les mêmes préconisations de sécurisation. Pourquoi on en a fait 2? Simplement pour ne pas avoir de doute, parce que derrière l'enjeu en termes d'image de marque était juste insupportable. Il fallait être sûr de soi, il fallait être sûr qu'on n'allait pas avoir d'impact négatif, il fallait être sûr que derrière, on n'allait pas être, que ce soit pour le client, pour notre client, mais aussi qu'on n'ait pas derrière le groupe dont il fait partie et qu'il n'y ait pas d'impact sur son système d'information interne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on approfondisse jusqu'à présent, ou est-ce qu'on continue un petit peu? Pour l'instant, c'est un peu calme sur le chat. C'est un peu bon, en même temps. On va continuer. On va continuer. Bon, on va continuer. Alors, au contraire, c'est avec plaisir. Et puis, si on a des questions par la suite, on reviendra. Et puis voilà. Une fois qu'on a parlé de tout ça, le cloud, on vous a dit que je vous ai dit que le cloud, c'était pas magique, que ça vous est pas forcément gagné de l'argent. Mais en fait, ce qui est essentiel malgré tout, même si c'est pas magique, c'est de mettre en place
des outils de contrôle et de mesure de son usage. Chez Nuageo, on parle d'usage, des usages d'une façon générale et d'usage du cloud, parce que déjà, c'est un contrat de location que vous avez généralement avec le cloud. Et du coup, le cloud, c'est aussi très facile. Tout va très vite avec le cloud, je vous l'ai répété, je vous l'ai martelé depuis le début, et y compris votre utilisation et y compris les dépassements de factures. Voilà. Ce qui est essentiel, donc, c'est de mettre en place des outils d'alerte. Encore une fois, ça vous paraît bateau peut-être, mais tant que vous ne mettez pas en place des outils par mail pour vous dire, là, votre facture mensuelle, elle a été faite en 15 jours, votre budget mensuel a été dépensé en 15 jours, vous avez des mauvaises surprises. Et derrière, vous vous dites, le cloud, c'est vraiment une arnaque, j'ai pas envie d'y aller. C'est terminé pour moi. Et c'est un constat qui se comprend, hein. On l'entend, on l'a déjà croisé malheureusement, mais c'est vrai que ça fait partie de c'est la réalité. Donc mettez en place vos alertes, tous les outils sont disponibles. Vous pouvez construire vos tableaux de bord et vos tableaux de bord vous permettent d'avoir une vue claire et directe avec les éléments qui sont importants pour vous sur qu'est-ce qui est, où est-ce qu'on en est de mon usage, est-ce que j'ai bien calibré mes ressources, mon utilisation des ressources, est-ce que tous mes utilisateurs se sont connectés ou pas. Derrière, par exemple, si vous faites recours à des services applicatifs SaaS, donc vous allez être généralement facturé par un nombre d'utilisateurs. Si vous vous apercevez que la moitié des utilisateurs que vous avez provisionnés ne se connectent pas, vous avez un levier d'économie. Mais pour avoir cette vision-là, vous devez mettre en place une mesure de l'usage. Vous devez être actif dans la gouvernance de vos usages cloud. Vous devez vous impliquer un petit peu. Parce que c'est pratique, le cloud, ça tourne tout seul, d'une façon générale. C'est-à-dire que tant que vous êtes sur du SaaS et des outils PaaS, donc des outils où l'exploitation et la maintenance, ce n'est pas vous qui l'assurez, en fait, ça se passe bien tout seul. Vous n'avez pas d'incidents. Vous avez généralement très peu d'incidents de production. Donc, du coup, s'il n'y a pas d'incident de production, bah, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. C'est ça l'effet. Si vous n'avez pas de raison de vous inquiéter, bah, c'est comme tout, on s'y intéresse pas trop. Pour autant, si vous ne vous impliquez pas, si vous n'avez pas mis en place les outils, si vous n'êtes pas actif dans votre gestion du cloud, vous n'allez avoir que des mauvaises surprises, notamment sur les coûts. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Quand on parle de contrôler et de mesurer son usage, c'est avant tout d'avoir une idée, d'avoir le contrôle sur le coût de vos usages cloud. C'est surtout ça. On a fait un peu de littérature sur le sujet, donc on va vous la partager dans le chat, c'est pas un souci. Chez Nuageo, on n'aime pas parler des coûts cachés. Pour nous, les coûts cachés, c'est avant tout des coûts qui n'ont pas été identifiés auparavant. Donc c'est pour ça que dans le déroulé du webinaire, on vous a bien chargé sur la préparation, parce qu'en fait, voilà, plus vous serez préparé en amont, moins vous aurez de mauvaises surprises par la suite, et que moins l'argument des coûts cachés n'a de prise. Contrôler et mesurer son usage, ça passe aussi par impliquer ses utilisateurs. La réussite de votre projet d'externalisation cloud, c'est avant tout qu'on vienne voir pour vous dire que tout va bien, ou qu'on vienne pas vous voir. Ça dépend de votre vision des choses. Mais dans tous les cas, ça passera par les retours des utilisateurs. C'est d'arriver à les mobiliser un petit peu pour dire, bah, écoute, voilà, est-ce que ça se passe bien? Tu en penses quoi? Est-ce que ton expérience est satisfaisante? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est d'arriver derrière à avoir une vision de vos usages. Parce que vous avez un deuxième enjeu. Derrière ça, l'enjeu caché, c'est d'adresser le shadow IT, d'éviter que vous ayez des outils parasites dans votre dos qui s'installent. Et voilà, le fait d'être actif dans votre gouvernance du cloud, ça vous permet justement de couper court à tout ça. Le fait de vous impliquer avec vos utilisateurs, ça vous permet de couper court à tout ça et d'avoir un système d'information cloud sur lequel vous avez limité les risques. Et ça vous permet d'identifier ces nouveaux usages, ces échanges avec les utilisateurs. Ça vous permet derrière de vous dire, ah bah tiens, demain, mon projet de transformation est porté sur tel usage, parce qu'il est disponible dans le cloud et je vois que mes utilisateurs en ont besoin. Et ça vous permet de gagner du temps, parce que vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps à défricher le besoin à répondre, parce que vos utilisateurs vous ont remonté ce besoin-là directement. Et ce qu'on voit aussi, c'est que votre cible à terme, votre SI à terme, il est sans doute hybride. Chez Nuageo, on ne croit pas au SI tout cloud. Ça nous paraît être tellement particulier comme réponse qu'aujourd'hui, on a du mal à se dire que c'est quelque chose à généraliser. Ce que l'on voit, ce que l'on conseille à nos clients, ce vers quoi on les accompagne, c'est la mise en place d'un SI qui a toujours une partie sur site, une partie un peu plus maîtrisée techniquement, et une partie qui est dans le cloud.
Donc, d'un point de vue architecture, ce qu'on vous conseille, c'est d'identifier clairement ce qui va dans le cloud et ce qui doit rester sur site. Le fait d'avoir la classification des données auparavant, de l'avoir fait en amont du projet, ça vous guide derrière dans la construction de ces cibles, de ce qui va dans le cloud, de ce qui ne va pas dans le cloud. Le fait d'avoir des choses qui seront dans le cloud, d'autres qui ne seront pas dans le cloud, ça sous-entend le fait de préparer l'intégration des données en amont. Le fait de se poser la question d'avoir une plateforme d'intégration qui va être le pivot entre ce qui est dans le cloud et ce qui n'est pas dans le cloud. Ce qui induit le fait d'avoir cette plateforme d'intégration des données, en tout cas de préparer ça en amont de vos déploiements cloud. Parce que si vous attendez d'avoir votre externalisation cloud et d'avoir toujours une partie sur site et de ne pas avoir d'intégration entre les deux, vous allez aller vite parce que vous vous précipiterez. Donc, du coup, ce ne sera plus aller vite, et bien, mais vous vous précipiterez. Vous allez passer à côté d'éléments qui sont essentiels pour la sécurité de votre système d'information. Vous allez vous faire court-circuiter par des utilisateurs qui ne comprennent pas que leur super nouvel outil, il n'a pas les données essentielles pour leur activité et du coup, ils vont trouver des solutions de contournement. Et là, je vous souhaite bon courage pour rattraper la situation. Parce que vous avez des enjeux de sécurité, vous prenez des risques et pour réussir à réaligner, ça va être compliqué pour vous. Vous devez conserver les processus métiers en dehors des mécaniques d'échange. C'est essentiel parce qu'on l'a vu chez nos clients où la plateforme d'échange qui fait l'intégration des données, qui est au milieu de tout, se retrouve à devoir gérer les processus métiers et on voit que c'est une catastrophe par la suite quand il y a une évolution nécessaire car vous êtes pieds et poings liés avec votre plateforme, vous ne pouvez plus évoluer. Si elle ne gère pas les nouveaux services cloud, vous ne pouvez rien faire et votre projet et votre transformation d'activité qui devait être flexible, agile, efficace et rapide, elle vient de prendre 3 ans dans la vue parce que vous avez toute une mécanique de reprise à faire qui est infernale. Voilà. Et encore une fois, alors, je vais vous dire que je suis un petit peu obsédé par cette idée-là, mais mettez en place des outils d'alerte en cas de dépassement de seuil ou d'accès non autorisé. Encore une fois, nous chez Nuageo, on a toujours un œil sur cet enjeu de sécurité parce qu'on voit bien que le premier frein à l'adoption des services cloud, le premier frein au projet d'externalisation cloud, c'est pas sécurisé, c'est moins sécurisé, je fais pas confiance, etc. Nous, chez Nuageo, on a une optique qui est sur on est orienté sur la confiance, la construction d'un écosystème de confiance. On a produit la littérature autour de ça. Ce qui est essentiel à nos yeux, ce qui est essentiel dans le cloud, c'est d'être en confiance, c'est de mettre en place les bons outils pour vous accompagner là-dessus. Et ça commence par des outils d'alerte. Encore une fois, est-ce qu'il est normal que vous ayez un accès à votre SI ou un outil, une brique de votre SI à 4 heures du matin depuis la Serbie, depuis la Birmanie, est-ce que c'est normal? Peut-être que c'est normal parce que vous avez une activité en Birmanie et que c'est peut-être très normal. Si vous avez une activité qui est exclusivement franco-française ou en tout cas européenne, est-ce qu'il est normal que vous ayez des tentatives d'accès du Salvador? Voilà. Si vous n'êtes pas informé de ces tentatives-là, en revanche, vous ne pouvez pas agir. Si vous n'êtes pas informé de ces tentatives-là, vous ne pouvez pas mettre en place les bons outils pour éviter que ça se reproduise. Le schéma que vous voyez, c'est le genre de... Alors, je vais être transparent avec vous. Ça fait partie des choses que l'on préconise à nos clients, on les accompagne vers ce type d'architecture. Ce n'est pas issu directement d'un projet qu'on a fait chez un client, pour des raisons de confidentialité. Les schémas auxquels on avait accès pour les présenter étaient un petit peu trop précis. En revanche, on se retrouve sur ce schéma-là, où on est vraiment sur... on a une plateforme d'échange pour assurer l'hybridation entre votre SI sur site et l'utilisation des outils cloud. Le but est d'arriver vraiment à encadrer tout ça. On accompagne aussi bien sur le choix d'une plateforme d'échange, c'est ce qu'on fait en ce moment avec un de nos clients basé en région parisienne, sur le choix d'une plateforme, sur le choix d'un partenaire, que sur la mise en place de la plateforme d'échange et sur la configuration, l'accompagnement, le paramétrage. On accompagne vraiment de bout en bout sur cette plateforme d'intégration. On est en capacité de le faire et ça fait partie de nos expériences métiers. On a vu que
Par exemple, dans le cadre de certains enjeux réglementaires dans le cadre de la finance, on avait des choses particulières à régler au niveau de la plateforme d'échange. Si vous n'avez pas connaissance de ça en amont, vous allez avoir des problèmes en cas d'audit des autorités compétentes. Je vais terminer un peu avec mon exposé scolaire. En résumé, pour résumer un peu tout ce que je vous ai dit à chaque fois. Globalement, premier point, impliquez-vous. Impliquez-vous. Le cloud, c'est pas magique. Le cloud, la réussite d'un projet cloud et de l'utilisation du cloud dépend de vous et de votre implication, de ce que vous voulez y mettre, de la façon dont vous allez le gérer. Si vous avez des dépassements de budget, peut-être qu'il y avait un problème de dimensionnement au début, peut-être qu'il y a des problèmes d'utilisation et d'optimisation par la suite. Par exemple, chez un de nos clients, on a une facture qui est passée de 2 000 à 12 000 euros sur un mois. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié d'éteindre certaines machines virtuelles. On était sur des machines virtuelles qui utilisaient des ressources très onéreuses, des ressources graphiques très onéreuses. Voilà, ayez un œil là-dessus, il faut être impliqué. Si vous ne l'avez pas, si vous n'êtes pas impliqué, vous allez avoir des dépassements. Bornez votre besoin cloud, c'est votre projet, prenez-en le contrôle. Prenez-en le contrôle, c'est une opportunité pour vous de le faire. Alors, je vois qu'on a des questions, j'y reviens juste après. J'y reviens juste après, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Merci pour vos questions, je termine et on y répond. Confrontez vos pratiques IT de sécurité, c'est-à-dire, vous avez aujourd'hui sans doute des pratiques de sécurité, est-ce qu'elles sont compatibles avec un usage cloud pour demain? Posez-vous cette question-là et faites évoluer vos pratiques actuelles. Elles ne sont sans doute pas, enfin j'ai du mal à me dire qu'elles sont bonnes à jeter intégralement. Donc faites-les évoluer. Vos données, c'est un projet d'externalisation dans un premier temps et de transformation par la suite. Vos données sont au cœur du sujet. Si vous ne les maîtrisez pas, vous allez déraper. Posez-vous des questions sur la réglementation à laquelle dont vous voulez dépendre. Je ne demande pas, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire soyez des experts législatifs. Il y a des gens qui existent, qui sont là pour ça, des juristes et des avocats qui sont là pour vous accompagner, mais posez-vous simplement la question du cadre réglementaire auquel vous voulez vous soumettre. Suivez et pilotez vos usages. Encore une fois, ça dépend de l'application, mais soyez actifs. Et enfin, nous, on estime qu'il faut vous mettre en ordre de marche pour construire un LFC hybride. Et ça dépend, et l'illustration qu'on vous met dépend de ça, c'est un retour d'un de nos projets. C'est un client dans le milieu de la finance, encore une fois, dans la finance particulière plutôt. On a une plateforme d'échange au milieu des usages cloud d'un côté et vers des tiers, des parties prenantes, des partenaires parties prenantes à droite, et son SI en interne. Le but, il est vraiment de se dire que demain, vous avez besoin de vous ouvrir. Vous ouvrir, c'est ouvrir vos données. Vous devez maîtriser l'intégralité de vos échanges, vous devez maîtriser vos outils. Et c'est par ça que ça passe. Ça passe par un outil dédié, ça passe par un accompagnement sur un périmètre bien défini. Ça passe pour vous par une maîtrise de vos processus métiers, de vos données, de vos applicatifs. Ça passe par une maîtrise des périmètres de responsabilité. Maintenant, je passe à vos questions parce que c'est avec plaisir que vous en aviez posé. Alors, super. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, ça arrive. Donc, il y avait une question sur... Alors, à quelle étape doit-on considérer une démarche FinOps? Alors, la démarche FinOps, démarche FinOps, Financial Operations, c'est d'avoir une visibilité sur les usages financiers de son utilisation cloud. Vous pouvez l'avoir à n'importe quel moment, cette étape-là. Ça fait partie de votre périmètre. Tout dépend de la façon dont vous gérez votre système d'information. Si vous le gérez par les coûts, ça doit faire partie des choses que vous devez anticiper dès le début. Ça fait partie des modalités ça fait partie de ce que vous devez identifier dès le début. Par la suite, en fait, peu importe les modalités cloud que vous allez utiliser, que ce soit du SaaS, les services applicatifs, du PaaS, les plateformes, ou du IaaS, l'infrastructure, en fait, vous allez, selon le type de service auquel vous allez affaire, vous allez mettre en place les mesures FinOps adaptées à ça. Ça peut être sur des services applicatifs, on va être honnête, vous allez avoir très peu de leviers
de contrôle financier autre que le nombre d'utilisateurs, le nombre de comptes et la facturation liée à ça. Ben, OK, ben, identifiez-le et ça fait partie de votre démarche FinOps là-dessus. Après, vous pouvez rajouter, si c'est nécessaire, peut-être des options de connexion, d'intégration, et ça fait partie de ça. Dans tous les cas, si vous souhaitez mettre en place une démarche FinOps, ça doit faire partie du périmètre initial et ça doit faire partie des enjeux que vous devez gérer. Typiquement, je fais un lien avec la question suivante, ça fait partie des indicateurs clés que vous devez prendre en compte, et donc la définition des indicateurs clés va dépendre, la définition des indicateurs clés va faire partie du FinOps, et c'est là-dessus que vous arriverez à intégrer tout. Parce que la question d'après, c'est si on infogère son cloud à un tiers, des KPI types à prendre en compte, en fait, les KPI types, ça va dépendre du type de service que vous allez faire infogérer. Si vous avez du SaaS, des applications, on va être sur des comptes utilisateurs typiquement, et donc vos KPI sont liés autour de ça. Le nombre d'utilisateurs, le nombre d'échanges, le volume de données échangées, ce type de choses. Vous avez évidemment tout ce qui est lié à la disponibilité du service. La disponibilité du service, c'est la base de la base. C'est-à-dire, c'est vraiment combien de fois, est-ce que mon service est disponible, combien de fois je peux y accéder, combien de fois il est en panne par an. 3 minutes par mois. OK, c'est bon, ça, je peux le gérer. Ça fait partie des choses dont vous avez connaissance par rapport à vos processus métiers. Si vous savez que globalement, vous avez besoin d'avoir une disponibilité ininterrompue entre 9h et 18h, ça veut dire que vous pouvez admettre de l'indisponibilité le reste du temps. Ça fait partie des KPI que vous pouvez partager avec votre tiers qui va faire l'infogérance. Si vous avez des enjeux liés autour de la finance, peut-être que vous voulez borner dès le début en disant je sais que mon budget il est de temps et que par la suite on coupe. Faites-le indiquer. Enfin, les KPI types, en fait, c'est un peu. Ça dépend vraiment du type de projet, ça dépend vraiment de votre contexte et ça dépend vraiment du type de service par la suite. Vos KPI, dans le cas d'infrastructure, ça peut être par exemple les données échangées vers l'extérieur de votre fournisseur cloud. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu de facturation là-dessus. Voilà. Dans les KPI types, selon les modalités, ça peut être le nombre d'accès externes, le nombre de comptes externes. C'est pour ça que cette question-là, elle est un peu particulière à répondre parce que ça va vraiment dépendre du type de service auquel vous allez souscrire, ça va dépendre du type de partenaire avec lequel vous allez souscrire, vous allez formaliser aussi. Ça va dépendre de votre orientation aussi, c'est-à-dire que si vous avez des enjeux, si vous avez des préoccupations sécurité, vous allez orienter d'une certaine façon. Vous allez par exemple vouloir mesurer le nombre d'accès illégitimes. Mais voilà, si la sécurité, parce que vous n'êtes pas équipé pour le gérer, c'est moins votre priorité, vous allez orienter sur l'usage. Vous allez dire, voilà, moi j'ai besoin de savoir quels sont le nombre d'appels API par mois, parce que derrière j'ai une approche d'intégration et d'ouverture. Et voilà, j'aimerais vraiment vous donner une réponse plus précise. Vraiment, malheureusement, je vais vous faire une réponse un peu, voilà, ça dépend. Ça dépend. C'est un peu malheureux, j'aimerais vous dire mieux, mais voilà. 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 Encore une fois, voilà, on vous a illustré l'intégralité on a essayé d'illustrer dans la mesure du possible avec des expériences de nos clients. C'est vrai que sur la mesure de l'usage, j'ai pas forcément développé, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on essaye d'accompagner nos clients sur la mise en place d'un tableau de bord avec les différents KPI pour mesurer justement. On a nos clients qui a beaucoup d'utilisation internationale, donc il a besoin de savoir quels sont les pays qui ont accès, et derrière, il peut piloter son usage par rapport à ça. Il a évidemment un pilotage des ressources aussi de façon beaucoup plus terre-à-terre, de savoir telle machine est utilisée à quelle mesure, dans quelle mesure, avec quelle utilisation des ressources, etc., etc. Dans tous les cas, ça va dépendre de vos préoccupations. C'est un client qui a un usage infrastructure du cloud, mais pas exclusivement infrastructure du cloud, pour être très clair, mais qui fait appel volontiers à des choses, comment dire, des services innovants disponibles en plateforme ou en avant-première. Donc, on les accompagne là-dessus, sur derrière comment garder le contrôle là-dessus. C'est le même client qui a eu un dépassement, qui a fait x6 sur sa facture mensuelle en oubliant d'éteindre ses machines qui utilisent des ressources graphiques. Voilà. Le fait d'avoir un tableau de bord, ça vous permet de voir si vous avez des dérapages.
Ah, on a une question sur l'organisation particulière à mettre en place et quelles compétences nécessaires. Alors, c'est une excellente question. Ça va dépendre de votre organisation interne. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, globalement, vous avez besoin de faire évoluer un peu vos équipes sur des nouvelles compétences, qui sont peut-être plus sur la maîtrise technique d'une infrastructure de type, je sais pas, Active Directory en tant que tel. Pour autant, on voit que les bases, le fait d'avoir la connaissance, la maîtrise technique de ces choses-là, la connaissance technique de ces outils-là, ça permet de gagner du temps dans l'utilisation des ressources cloud. C'est vraiment, si vous avez une équipe ici qui est orientée exploitation, accès au VM et tout ça, si vous faites derrière un usage infrastructure du cloud, en fait, vous pouvez capitaliser sur ces compétences-là. Si derrière, vous passez sur des usages plus applicatifs, peut-être que ces profils orientés exploitation vont être moins à l'aise, sans doute moins à l'aise parce qu'on n'a plus les mêmes attendus. Si vous avez un recours massif à un cloud de type applicatif, à des applications SaaS, votre besoin va être beaucoup plus sur des experts fonctionnels plus que sur des experts techniques d'exploitation des machines. Si vous avez un usage plutôt plateforme, vous allez avoir besoin de compétences de développement. Si vous avez un usage infrastructure, si vous avez des expertises déjà orientées infrastructure, exploitation classique, vous avez les compétences nécessaires. En termes d'organisation, vous avez besoin de réorganiser selon le type de projet que vous allez avoir. Peut-être plus de fonctionnel, sans doute, malgré tout, dans tous les cas, un peu plus de fonctionnel. Si vous décidez d'aller un peu plus loin dans votre projet de transformation, il peut être nécessaire, il peut être intéressant de creuser la voie du DevOps avec tout ce qui est l'intégration continue, le déploiement continu, qui va vous demander de mettre en place de nouveaux outils pour assurer une chaîne entre vos développeurs et la publication du service, la mise à disponibilité du service à vos utilisateurs. Ça va vous demander des nouvelles compétences, encore que vous allez toujours avoir besoin de développeurs, vous allez toujours avoir besoin de personnes qui vont assurer l'exploitation. Vous allez avoir besoin surtout de nouveaux outils et d'un nouveau cadre de fonctionnement. Je ne suis pas en train de vous préconiser de faire de la méthode agile à tout va, de faire du Scrum à tout va, ça dépend de vos projets. Malgré tout, peut-être que vous avez besoin d'explorer l'utilisation des conteneurs, peut-être que vous avez besoin d'explorer l'utilisation de Git, peu importe sa forme. En tout cas, d'avoir un gestionnaire de code à un moment donné, de savoir comment est-ce qu'on peut automatiser les choses, très clairement. Mais ça n'a un sens que si vous avez une envie, un projet qui s'inscrit là-dedans. Si c'est faire de l'agile pour faire de l'agile, faire du déploiement et de l'intégration continue pour faire du déploiement continu, c'est bien, mais on n'en voit pas forcément beaucoup l'intérêt. Ça doit répondre à un besoin de votre part. Encore une fois, le cloud, ça va vite. Vous avez peut-être intérêt à aller vite, à gagner un peu plus en vitesse en passant sur des organisations du type DevOps, peut-être, mais vous devez explorer cette question-là. Je ne sais pas si on a encore, s'il y a une autre question. Alors, juste un dernier point pour conclure, parce que je vois l'heure qui avance. Sur la partie contractuelle, le recours au cloud, ça induit une flexibilité contractuelle. Parce que le cloud, surtout d'un point de vue surtout le cloud applicatif, vous n'avez pas la maîtrise du contrat. Si vous faites appel aux grands fournisseurs mondiaux, vous pouvez tenter de proposer des clauses particulières. Je vous souhaite bon courage parce que généralement, ils le refusent, ils ne les appliquent pas. En tout cas, ils refusent de les appliquer, ils ne les signent pas. Ça va vraiment être du cas par cas. Vous aurez plus de chances d'arriver à avoir des contrats un peu plus personnalisés avec des acteurs peut-être plus européens, plus petits. C'est un changement culturel qu'il faut être prêt à accepter. C'est-à-dire que vous souhaitez peut-être avoir des choses particulières d'un point de vue modalité contractuelle en allant voir les géants du secteur, parce que vous avez une belle entreprise qui fonctionne bien et vous représentez un acteur de poids. Malheureusement, ce sont des acteurs qui n'ont pas forcément envie de s'adapter précisément. Après, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Alors, vous essayez, mais le conseil qu'on donne à nos clients, c'est préparez-vous à ce qu'ils ne fassent pas forcément d'efforts particuliers avec vous. Voilà. Et c'est malheureusement le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'un point de vue contractuel, préparez-vous au pire. Voilà. Merci beaucoup, Alexis, pour cet éclairage sur le cloud. Je vous rappelle que vous allez pouvoir compléter aussi à travers MyTechno
vos usages, votre compréhension et surtout comprendre un peu toutes les évolutions, notamment dans le cloud. Alors bien sûr, là on a fait un focus sur le cloud, mais il y a bien d'autres choses. Vous avez quelques parutions à votre disposition qui apparaissent sur votre écran. Donc n'hésitez pas à les compléter par rapport à ce qu'on vient de voir ce matin ensemble. Et bien entendu, on reste à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre de vos projets d'externalisation cloud. Juste avant de clôturer cette session, je vous donne rendez-vous le 9 décembre, donc dans le cadre de l'innovation de sa transformation numérique. Je vous rappelle que l'agenda, vous le retrouvez sur MyTechno, donc vous pouvez vous enregistrer dès maintenant pour participer donc le 9 décembre, pardon. Et puis également un rappel que la session est enregistrée, donc vous l'aurez à disposition dans quelques jours. Nous vous souhaitons une bonne journée, nous vous remercions pour votre participation et nous sommes à votre disposition avec notre partenaire Niageo pour vous accompagner dans le cadre de vos missions. Merci beaucoup, excellente journée à vous, merci pour votre attention. Merci, au revoir.